remplace Marcel. J'ai changé un petit peu la présentation. Donc, le titre de ma présentation, c'est « Les 3 bonnes raisons de conserver la gestion de l'offre au Canada ». En passant, pour Mme Finlay, la gestion de l'offre au Québec, c'est un producteur sur 4, c'est 25 des agriculteurs. C'est plus de 40 de l'agriculture québécoise. Et c'est le secteur qui permet le plus de jeunes annuellement de s'établir en agriculture. Donc, 3 bonnes raisons de préserver ou de conserver la gestion de l'offre. En fait, on a entendu tantôt nos négociateurs. Je dirais que la stratégie commerciale du Canada est à revoir. Au cours de l'AECG, négociation Canada-Europe, au niveau du TPP, on a mis la gestion de l'offre sur la table. Mais globalement, est-ce que la stratégie du Canada, stratégie commerciale du Canada est gagnante? Je ne le crois pas. Deuxième raison, la gestion de l'offre nous enrichit l'économie canadienne. Et troisièmement, tous les pays ont des enjeux stratégiques et des produits sensibles qu'ils protègent. D'abord, la stratégie commerciale du Canada est à revoir. Moi, je vous dirais que la stratégie commerciale du Canada, depuis quelques années, c'est un échec. Entre 1994 et 2008, le Canada a signé 5 accords de libre-échange. On a adhéré également à l'OMC en 1994, l'accord Canada-Europe en 1989, l'ALENA, je crois, au cours des années 90. Et durant toute cette période-là, les négociateurs nous l'ont dit, on a réussi à préserver, conserver la gestion de l'offre. Et on avait le Canada, balance commerciale des marchandises, donc les termes de notre échange. Est-ce qu'on est compétitif au niveau international? On a dégagé un surplus commercial d'environ 50 milliards de dollars. Depuis 2008, le Canada, avec le gouvernement conservateur, a amorcé un blitz de négociations d'accords de libre-échange, pas nécessairement multilatéral, bilatéral, où on n'aborde pas la question des soutiens internes, mais seulement que la question des accès au marché. Donc, on a signé 10 accords de commerce, dont l'AECG et le TPP, et on a 10 aussi accords qui sont en négociation. Bien, en 2015, la balance commerciale du Canada, elle était déficitaire, un déficit de 13 milliards. Donc, nos échanges, nos ententes qu'on signe, est-ce que ça rapporte au Canada? Moi, le reproche que j'ai à faire aux négociateurs, c'est qu'ils ont un esprit de libre-échange. On négocie. Mais est-ce que lorsqu'on négocie des ententes, lorsqu'on est des bons négociateurs, est-ce qu'on va sortir gagnant de ces ententes-là? Mais depuis 2008, le Canada sort perdant des ententes de commerce, pas juste au niveau agricole, mais sur l'ensemble de son économie. Et nos termes, on peut dire nos échanges avec l'extérieur appauvrit l'économie canadienne. Et en fait, on peut se poser la question, 20 de nos exportations sont dans le secteur énergétique. On a perdu depuis 2008, des 7 dernières années, près de 200 000 emplois dans le secteur manufacturier. Donc, on perd des jobs dans les usines pour exporter principalement du pétrole. Dans les dernières années, avec un taux de change à parité, ça a été payant pour le Canada. Parce qu'on peut dire que ça a été payant pour le Canada. Avec un taux de change à 70-72 cents, bien, on perd de l'argent. Là, on se pose la question aujourd'hui, comment ça avec un taux de change à 72 cents, on n'est pas capable d'exporter? Pourquoi les exportations ne reprennent pas? Les usines sont fermées. Les multinationales sont parties. En Ontario, la balance agroalimentaire est déficitaire de 3 milliards de dollars. Kellogg, Heinz ont fermé leurs portes. La gestion de l'offre, c'est de la production locale, de la transformation locale, de la richesse qui reste ici, qui génère des emplois ici. Au niveau de la production alimentaire, on dit que les Canadiens, on est des champions. On a un avantage sur les marchés internationaux au niveau de l'agriculture. Effectivement, si on regarde de 1993 à 2015, au niveau de l'exportation des produits primaires, donc des matières premières, on est passé de 10 milliards autour de 30 milliards d'exportation au niveau des matières premières. Avec un blitz depuis le début des années 2010, avec des prix qui sont quand même assez élevés au niveau des produits agricoles. Par contre, lorsqu'on regarde au niveau des importations, là, on voit qu'au niveau des produits transformés, en 1995, on importait pour 10 milliards de dollars de produits transformés alimentaires. Aujourd'hui, on importe des autres pays plus de 30 milliards de dollars de produits transformés. Notre balance de produits transformés commerciale, elle est négative. Ce qui fait on a dégagé en 2015 un surplus d'environ 11 milliards de dollars au niveau de notre balance agroalimentaire, c'est qu'on exporte des matières premières. Demain, s'il y avait une baisse du prix des céréales,
une baisse du prix des viandes, mais probablement qu'on ne sera pas nécessairement en surplus parce qu'on dépend de plus en plus des autres pays en ce qui concerne les produits transformés, là où est vraiment, je vous dirais, la valeur ajoutée. Donc, est-ce qu'on a une stratégie qui est gagnante en termes de commerce en général? Puis est-ce qu'on a une stratégie qui est gagnante au niveau de l'agroalimentaire? J'en doute. On exporte des matières premières et on est de plus en plus dépendant sur le produit, dans le fond, qui est vendu aux consommateurs, les produits transformés. Après ça, lorsqu'on ouvre nos frontières, il faut être compétitif. En agriculture, est-ce que notre politique agricole, elle est compétitive? La réponse à ça, c'est non, parce que les autres pays, à travers le monde, soutiennent plus leur agriculture. Ici, vous avez des paiements de transfert, donc les subventions versées, pas en termes d'hectares ou de population, là, en termes de nombre de gens qui vivent dans un pays, mais plutôt en termes de recettes monétaires des agriculteurs. La Norvège, un agriculteur en Norvège, sur 1 $ de revenu, reçoit 34 cents de l'État. En Suisse, c'est 34 cents. La moyenne des pays de l'Union européenne, 15 sous. Le CDE, ça devrait être notre benchmark. C'est des pays avec lesquels on compétitionne le plus, sont à 10,2 %. Le Canada, 3,5 %. On veut créer un marché nord-américain, mais on supporte notre agriculture 2 fois moins que les Américains. Là, on va me dire, oui, mais tu as oublié d'inclure la gestion de l'offre ou le soutien des prix. Mais même si j'ajoute le soutien des prix, oui, on est un petit peu plus que les États-Unis avec le soutien des prix, le soutien à la gestion de l'offre, la différence entre ce que le transformateur paye aux producteurs et non pas les prix à la consommation. On a un soutien qui est un petit peu plus élevé que les États-Unis, mais on est encore moins élevé que la moyenne des pays de l'OCDE, moins élevé que la plupart des pays à travers le monde. Donc, si on ambitionne de conquérir le monde avec nos produits, il faut avoir une politique qui est compétitive. Il faut penser à développer l'économie, pas juste le libre-échange, développer l'économie. Est-ce qu'on se donne les moyens pour développer notre économie? Voyez-vous, en 2005, le Canada, autant les gouvernements que les privés, investissaient, en fonction du PIB, presque 2 % en recherche et développement. La moyenne des pays de l'OCDE, c'est 2,16 %. On est dans une économie du savoir. Les pays qui vont innover, qui vont développer la recherche, c'est eux qui vont occuper les marchés. Mais en 2005, on était en bas de la moyenne des pays de l'OCDE qui soutiennent plus leur agriculture. Qu'en est-il en 2014? Bien, on a régressé. On est à 1,6 %. Puis, dans le reste des pays de l'OCDE, ils ont augmenté. Les autres, ils investissent plus en recherche et développement. Donc, c'est beau ouvrir les marchés, c'est beau signer des ententes, faire des blitz de négociation, mais en bout de piste, on se retrouve, dans le fond, qu'on n'est pas en mesure de compétitionner. La gestion de l'offre, ça nous enrichit. En fait, c'est 17 000 fermes au Canada, c'est 10 milliards de recettes à la ferme. Dans le secteur laitier, c'est 3,6 milliards de revenus fiscaux pour les gouvernements. C'est une contribution en termes de PIB, la production et la transformation de 30 milliards de dollars. Ça crée plus de 300 000 emplois directs et indirects. Et ça préserve aussi une forme de sécurité alimentaire et d'occupation du territoire. On dit que la gestion de l'offre, il n'y a pas de croissance. En 2005, si je prends les productions contingentées versus 2014, bien, on a augmenté les recettes monétaires du secteur primaire de 33 %. Si je prends le bœuf, j'ai pris le bœuf et le porc combiné. Jusqu'en 2013, il n'y a pas eu de croissance. Ça a été stable. Même si on regarde les unités produites, on a diminué nos unités de production. Ce qui a fait que les prix dans la dernière année, dans le porc, dans le bœuf, ont été importants. Ils ont connu une croissance de 45 %. Mais c'est faux de dire que la gestion de l'offre ne génère pas de la croissance. 33 % sur une dizaine d'années. Et si j'ajoute à ça la transformation, j'ai au-dessus de 20 milliards de dollars de recettes. Donc, j'ai une valeur en production, mais j'ai une valeur ajoutée au niveau de la transformation. Tandis que notre bœuf, on l'exporte de plus en plus aux États-Unis. Et il y a également des porcs. Le porc, on le transforme au Québec, mais de plus en plus, on exporte aussi du porc vivant vers les Américains. On dit que la gestion de l'offre, on a perdu, Mme Finley dit dans ses textes qu'on a perdu 91 % des fermes sous gestion de l'offre. Dans les deux derniers recensements, 2006-2011, on a perdu moins de fermes dans les secteurs en gestion de l'offre que dans les autres secteurs de l'agriculture canadienne. Les prix, j'ai le même graphique que Daniel, juste pour dire que les données qu'on utilise, qui sont compilées par les fédérations, c'est des bonnes données, c'est AC Nielsen, c'est des
des enquêtes de prix faites par des professionnels, donc c'est des vrais chiffres. Et les vrais chiffres disent qu'avec le taux de change actuel, bien, c'est moins cher au Canada que dans le reste du monde ou les grandes capitales. Terminant, on nous dit que le système de gestion de l'offre, c'est un système archaïque, on devrait ouvrir nos marchés. Tous les pays à travers le monde protègent leur secteur ou certains secteurs stratégiques pour leur économie. Nous, on a la gestion de l'offre. La gestion de l'offre, elle est unique, mais la protection de certains secteurs, ce n'est pas unique. C'est partout à travers le monde. En Europe, là, ils versent 50 milliards de dollars. La PAC, c'est 50 milliards de dollars par année. Et la PAC, c'est un mur tarifaire. Tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas exporter ton bœuf avec des hormones, tu ne peux pas exporter tes OGM vers l'Union européenne. Toutes sortes de barrières. Même chose pour les États-Unis. Le Buy American Act, faites juste traverser à Plattsburgh. C'est plein d'entreprises du Québec qui sont là pour être capables de vendre aux Américains parce que les frontières sont fermées. Donc, des protections, il y en existe partout. Les pays protègent leur secteur stratégique. La gestion de l'offre, c'est un secteur stratégique. Il faut la protéger.